Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette première webconférence de la 5e session, et oui, de la 5e session du MOOC sur le myélome, réalisé par l'AF3M, l'Association française des malades du myélome multiple. Nous sommes très heureux à différents titres. D'abord, pour avoir le plaisir de vous retrouver, pour certains qui avaient déjà participé à certaines des précédentes éditions, et je pense en particulier à l'édition du mois de mai et juin dernier, et puis le plaisir aussi d'accueillir tous les nouveaux participants qui nous font le plaisir d'être avec nous lors de cette session. Plaisir qui est également double ou triple, dirais-je, puisque nous avons pour ce premier rendez-vous sur le thème « Qu'est-ce que le myélome multiple ?» Nous avons à la fois donc le professeur Olivier Decaux, que vous voyez à gauche de l'écran, et qui, voilà, merci d'être avec nous, qui est médecin hématologue au CHU de Rennes. Et à ma droite, vous avez également le docteur Cyril Touzeau, qui est hématologue au CHU de Nantes et qui nous salue également. Et je vois que vous êtes déjà plusieurs à nous dire bonjour, ce qui anticipe ma deuxième diapositive. Vous avez la possibilité de communiquer avec nous sur la partie droite de votre écran, ce que nous faisons et ce que vous faites, et vous nous dites bonjour de différents endroits, que ce soit de Rennes, que ce soit des Vosges. Il faut tout simplement, si vous avez des questions à poser, des commentaires à faire, vous entrez votre message en bas de l'écran, vous voyez un rectangle sur lequel il y a un texte et Martine est en train d'entrer un message. Vous entrez votre message, vous appuyez sur Entrée et Martine vient de nous dire bonjour d'Albi, bonjour de Renaison. Merci d'être avec nous. Alors, dans cette webconférence, eh bien, c'est l'occasion, bien sûr, de pouvoir vous donner l'actualité de la session du MOOC. Vous êtes eh bien, plus de 200, je crois aujourd'hui environ 220 personnes à vous être connectés sur le MOOC. Je tiens à vous rappeler qu'il y a deux éléments importants. Comme vous le savez, des tuteurs sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et le cas échéant, lorsqu'il s'agit de questions médicales, de pouvoir les relayer auprès des experts qui seront à votre disposition aujourd'hui pour répondre à ces questions. Donc, n'hésitez pas à solliciter les tuteurs, ça c'est le premier message, et n'hésitez pas également à partager vos commentaires avec les autres participants. Voilà. Alors, le professeur Olivier Decaux va commencer cette session avec une présentation et ensuite l'un et l'autre pourront répondre à vos commentaires. Donc, je vous invite dès à présent et lorsque vous le pouvez, vous le souhaitez, à poser vos questions au-delà de celles qui ont déjà été posées lors du MOOC. Et puis enfin, la dernière personne qui est avec nous et vient de nous rejoindre, c'est Bernard Delcourt, à qui je passe tout simplement la parole rapidement pour une brève introduction à propos de l'AF3M. Bonjour à tous. Écoutez, pour moi, c'est comme pour Hervé un grand plaisir d'être présent uniquement au travers du son à cette webconférence et pour finalement vous remercier que tous les participants au MOOC qui finalement donnent une vraie dynamique à la suite de la JNM qui a rencontré cette année un grand succès à nouveau. Le 12 octobre dernier, nous étions plus de 2500 réunis sur 26 sites en France. Voilà. Et bien, écoutez, sans attendre, je laisse la parole maintenant donc au professeur et au docteur Touzeau là pour peut-être Hervé, tu as proposé déjà des questions, tu as fait. Il y a des questions qui viendront effectivement, que nous avons déjà collectées et qui viendront tout de suite après l'intervention du professeur Decaux. Et donc, elles sont prêtes et elles se compléteront bien sûr
par les questions qui viennent déjà de Martine, etc., etc. Donc, c'est à vous, docteur Decaux, nous vous écoutons. Bien, bonsoir à tous. Donc, on avait convenu de commencer la webconférence par une présentation du myélome multiple. Alors, j'ai préparé quelques diapositives. D'abord, le myélome multiple, comme vous le savez, c'est une maladie maligne de la moelle osseuse. Maintenant, quand on parle de moelle osseuse, en fait, c'est un organe qui est très compliqué, qui est très complexe. C'est ce que j'appelle l'usine à globules. Donc, tous nos globules sont fabriqués dans la moelle osseuse. C'est à l'intérieur de l'os. Donc, c'est là que sont fabriqués les globules blancs, mais aussi les globules rouges et les plaquettes. Et dans les globules blancs, il y a différents types de globules blancs différents. Alors, les globules blancs sont là pour nous défendre contre le virus et les bactéries. Ça fait partie de notre système immunitaire, mais il y a beaucoup de globules blancs différents. Et en fonction du type de globules blancs atteint, il y a différents types de maladies du sang. Et on va parler, dans certains cas, de lymphome. On va parler de leucémie. Dans le myélome multiple, c'est une maladie très différente du lymphome de leucémie, et c'est une maladie qui touche un type de globule blanc très spécialisé qu'on appelle les plasmocytes. Alors, les plasmocytes, c'est un globule blanc qui est dans la moelle, donc, et dont la particularité, c'est que sa principale fonction, c'est de fabriquer ce qu'on appelle les anticorps. Alors, les anticorps, c'est ce qui est représenté au milieu, c'est cette protéine qui a une forme en Y. Et un anticorps, c'est comme une serrure qui reconnaît une clé qui reconnaît une serrure. Un anticorps a une cible, c'est-à-dire que l'anticorps, il va reconnaître un virus ou une bactérie, et chaque anticorps reconnaît une seule cible. Et nos anticorps, ils sont là pour se coller sur les virus et les bactéries, et c'est comme des espèces de gommettes qui vont se coller sur les virus et les bactéries pour dire à nos globules blancs, attention, danger, il faut détruire cette cellule. Donc on a des anticorps contre la grippe, contre le tétanos, contre plein de choses qu'on a rencontrées dans notre vie. Et donc les anticorps, ils ont une fonction réelle très importante dans la défense immunitaire contre les infections. Alors, une des particularités donc, du myélome, c'est que c'est cette cellule qui fabrique l'anticorps qui est malade. Et quand on parle de cellules malignes, en fait, la cellule devient ce qu'on appelle clonale, c'est-à-dire qu'elle se multiplie à des millions de fois. C'est la même cellule qui se reproduit des millions de fois, donc comme une photocopie. Et comme c'est la même cellule, elle va fabriquer en excès un seul type d'anticorps. Et c'est ce qui sous-tend l'anomalie principale qu'on observe dans le myélome multiple, à savoir le pic à l'électrophorèse. Alors, l'électrophorèse, qu'est-ce que c'est? C'est cet examen-là qui est présenté ici. C'est un examen où on prend le sang, on le fait passer dans une machine qui va séparer avec un courant électrique les grosses protéines des petites protéines. Donc, on sépare les protéines en fonction de leur taille et de leur poids. Et dans la zone qui est complètement à droite, qu'on appelle les gamma-globulines, c'est la zone des anticorps. Alors, en médecine, on est un peu compliqué, on utilise des mots différents pour les mêmes protéines. En fait, ce qu'on appelle les gamma ou les gamma-globulines, c'est les anticorps. Et comme en temps normal, on a des anticorps très différents, c'est des anticorps de taille et de poids différents, ça se répartit de façon homogène sous la forme d'une courbe. Et dans le myélome, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une cellule qui devient clonale, c'est-à-dire qu'elle se multiplie des milliers de fois, elle se met à fabriquer de façon exagérée le même type d'anticorps, comme c'est le même anticorps, la même protéine, qui est donc un anticorps clonal, qui va s'accumuler en grande quantité, enfin qui va augmenter en grande quantité dans le sang, il y aura des fortes concentrations, et comme c'est la même protéine, elle va se déplacer dans la machine de l'électrophorèse au même endroit, et donc on va la voir sous la forme d'un pic. En fait, ce pic, ça correspond à cet excès de protéines qui est fabriqué par les cellules tumorales. Alors ça, c'est très important dans le myélome parce que c'est un marqueur de suivi de la maladie. C'est-à-dire que plus il y a de cellules dans la moelle, plus le pic va être important. Et donc, quand on va traiter les patients, l'objectif, c'est de voir le pic diminuer parce que si le pic diminue, c'est qu'il y a moins de cellules à produire l'immunoglobuline, enfin l'anticorps dans la moelle. Alors ça, c'est une des caractéristiques de la maladie et ça va sous-tendre certaines complications. Alors, si maintenant on parle des complications de la maladie, la première des choses, ça c'est une représentation très schématique de la moelle avec une moelle normale à gauche. Donc, une moelle normale, c'est une usine à globules qui va fabriquer des globules rouges, des plaquettes et des globules blancs. Et quand il y a des cellules tumorales, donc notamment dans le myélome, c'est les plasmocytes, elles prennent la place des bonnes cellules de la moelle et finalement, elles empêchent l'usine à globules de travailler. Et ça, le myélome va se manifester entre autres par une diminution des globules, donc des globules rouges, des plaquettes, parfois des globules blancs dans le sang. C'est-à-dire que sur la prise de sang, on va voir une diminution des globules rouges notamment. Et puis, une autre particularité, donc le myélome fabrique cet excès d'anticorps. Il se trouve que les anticorps, c'est des molécules un peu complexes qui comportent deux grosses briques qu'on appelle des chaînes lourdes et des petites briques qu'on appelle des chaînes légères. Et chez un certain nombre de patients, il va y avoir en plus du pic, en plus de l'excès d'anticorps, un excès de ce qu'on appelle les chaînes légères. Et les chaînes légères, elles ont une particularité, c'est qu'elles sont très petites et qu'elles vont passer dans les urines. En fait, le rein, c'est un filtre et les petites protéines peuvent passer dans les urines. Alors, c'est une représentation qui malheureusement n'est pas animée, mais les chaînes légères, c'est les petites boules rouges qui, chez les patients dont le myélome fabrique beaucoup de chaînes légères, les chaînes légères vont passer dans les urines. On va les voir dans les urines. Et la difficulté, enfin la complication de ces chaînes légères qui passent dans les urines, moi j'ai tendance à dire que c'est comme des grains de sable. Quand on met des grains de sable dans un tuyau, s'il y a beaucoup d'eau et peu de grains de sable, le tuyau,
il ne se bouge pas. Par contre, s'il y a beaucoup de grains de sable et que la concentration des grains de sable est très importante, donc ce que j'appelle des grains de sable, c'est ces chaînes légères. Quand il y a beaucoup de chaînes légères, elles vont précipiter, elles vont former des espèces de caillots dans les tubes des reins et elles vont bloquer les reins et donner ce qu'on appelle une insuffisance rénale. Donc ça, c'est une autre complication du myélome, les baisses des globules et puis l'insuffisance rénale. Une autre complication du myélome, c'est les lésions osseuses. Et malheureusement, c'est une des complications qui va gréver la qualité de vie des patients, puisque ces atteintes osseuses donnent des douleurs. Alors, quand on parle de myélome, l'os est souvent atteint, mais ce n'est pas une maladie maligne des os, puisque c'est une maladie maligne de la moelle osseuse. Par contre, nos os, c'est des organismes vivants avec des cellules qui fabriquent de l'os, qu'on appelle de l'ostéoformation, et puis des cellules qu'on détruise, c'est ce qu'on appelle l'ostéorésorption. Et en fait, quand un os vit normalement, il y a un équilibre qui se fait entre la formation et la destruction de l'os. Et dans le myélome, c'est ce qui est représenté par cette balance. Les cellules du myélome, elles fabriquent des messagers qui vont aller bloquer la fabrication de l'os et au contraire accélérer la destruction de l'os. Et donc, on va avoir un déséquilibre de métabolisme de l'os qui va créer des lésions osseuses qu'on appelle des lésions lytiques. Alors, on voit là sur la radio, notamment là, c'est un bras, ce qu'on appelle l'humérus, donc c'est le bras d'un patient. Vous voyez une zone noire qui correspond en fait à une lésion fragilisante de l'os. L'os, pour ceux qui ont déjà mangé de l'os à moelle, vous savez que c'est assez solide. Et dans le myélome, comme il y a un déséquilibre du métabolisme de l'os, il va y avoir des zones de fragilité, c'est-à-dire que la paroi de l'os va être fragilisée par le myélome. Et ça va donner donc des lésions qu'on voit à la radio, mais des lésions qui peuvent être fragilisantes avec des fractures qui peuvent apparaître. En bas à gauche, on voit une vertèbre normale et juste à droite de donc à côté de la vertèbre normale, on voit une vertèbre où il y a une zone qui est abîmée par le myélome avec ce qu'on appelle une lésion lytique. Et de la même façon, complètement à droite, vous avez dans la partie droite de l'image un os du bassin qui est normal et dans la partie gauche, vous voyez dans la partie au milieu à gauche, il y a une zone où il n'y a plus du tout d'os. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir dans le myélome. Alors, la particularité, c'est que ça peut faire mal et surtout, ça peut casser. Donc, il y a des patients qui, malheureusement, font des tassements de vertèbres, donc des fractures de vertèbres ou des fractures de bras ou de jambes suite à des lésions de myélome. Et puis, parallèlement à ça, puisqu'on détruit de l'os, on peut libérer du calcium. L'os, c'est plein de calcium. Et donc, dans le myélome, il y a souvent ce qu'on appelle une hypercalcémie. Donc, pour résumer, c'est vraiment les principales complications du myélome multiple. C'est une maladie qui touche les cellules de la moelle qu'on appelle les plasmocytes. Ces cellules, leur particularité, c'est de fabriquer des anticorps. Donc, quand il y a des cellules qui deviennent anormales et qu'on appelle clonales, elles vont fabriquer beaucoup plus d'anticorps. Et donc, on va le voir dans le sang avec cette fameuse électrophorèse et ce pic. Et puis, les complications du myélome, c'est des baisses des globules sanguins, donc principalement des globules rouges, des problèmes d'insuffisance rénale, donc on voit ça avec les prises de sang, des lésions osseuses qui peuvent être asymptomatiques mais qui peuvent se compliquer de fractures et donc de douleurs, et puis une hypercalcémie. Et c'est ce qu'on va chercher au diagnostic, c'est ce qu'on cherchera aussi à la rechute, parce que c'est des signes d'évolutivité de la maladie. Et puis pour être complet, encore deux éléments. Le pic n'est pas le synonyme de myélome multiple, puisque cet excès d'anticorps est le témoin d'une cellule plasmocyte qui va devenir anormale, mais le myélome, c'est à peu près 5000 cas par an en France. Et par contre, il y a énormément de patients qui ont un excès d'anticorps monoclonal, donc un pic à l'électrophorèse, et qui n'ont pas de myélome. En fait, il y a des stades qu'on appelle pré-myélomateux, qui sont des cellules, des plasmocytes déréglés, mais qui ne sont pas encore malins. Alors ça, il y a un stade qu'on appelle les gammapathies monoclonales de signification déterminée, c'est les MGUS, c'est-à-dire que le patient a un pic, mais il n'a pas d'excès de plasmocytes dans la moelle, il n'a pas de complications, les complications que je viens de vous citer. Et donc ça, c'est très fréquent, puisqu'il y a à peu près 3% des patients de plus de 50 ans qui ont cette anomalie sans myélome. Il faut surveiller ces patients parce qu'on sait que ça peut évoluer vers un myélome. Et puis il y a un stade intermédiaire qu'on appelle myélome indolent, où là, il y a toujours un pic, il y a un excès plus important, enfin, il y a un excès de globules blancs, de plasmocytes dans la moelle, mais par contre, il n'y a aucune complication. Et donc, on ne traite pas les myélomes indolents. Par contre, les patients qui ont un myélome indolent ont un peu plus de risque d'évoluer vers un myélome multiple, puisque c'est à peu près 10% par an. Donc, en fait, un certain nombre de patients qui ont un myélome étaient suivis par leur médecin pour un pic à l'électrophorèse, que ça soit au stade MGUS ou au stade myélome indolent. Et malheureusement, un certain nombre de patients peuvent évoluer. Et pour terminer, et après, je laisserai la parole à mon collègue, j'ai parlé de pic à l'électrophorèse. Les myélomes s'accompagnent d'un pic à l'électrophorèse, donc d'un excès d'anticorps chez à peu près 80% des patients. Et chez certains patients, il n'y a pas d'excès d'anticorps, il y a juste un excès de ce qu'on appelle les chaînes légères. On appelle ça des myélomes à chaîne légère. Donc l'électrophorèse peut être normale ou avec un tout petit pic, mais on peut doser fort heureusement maintenant les chaînes légères dans le sang pour suivre la maladie. Et les complications du myélome sont les mêmes. Donc là, quand on parle de myélome à chaîne légère ou de myélome à immunoglobine complète, c'est juste une différence en termes d'évaluation de la réponse, mais en termes de complications de la maladie, ce sont les mêmes. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que je ne suis pas allé trop vite et que c'était suffisamment clair. Maintenant, on va répondre à vos questions, je pense. Très bien. Alors, nous avons Cyril qui va intervenir avec son téléphone mobile
Voilà, donc on va faire cet essai-là pour tester le son. Donc Cyril, on vous écoute. Alors, en fait, le téléphone mobile ne produit pas ces effets. Alors, ce que l'on va proposer, c'est un exercice un petit peu difficile que je vais proposer à Cyril Touzeau, c'est que en fait, je vais lui demander en fait de nous rejoindre. Je vais lui alors de pouvoir répondre aux différentes questions et de le faire par chat. Je vais en profiter pour poser les premières questions qui nous viennent. Alors, soit du MOOC, soit des différentes questions qui sont ici. Tant sur, et c'est le premier type de questions sur les causes. Beaucoup de questions dans le MOOC viennent, je dirais, quelles sont les causes? Les causes sont-elles uniques, multiples? Que pouvez-vous répondre à ce type de questions qui nous viennent très régulièrement? Alors, les causes du myélome, on ne les connaît pas. Ce qu'on sait, c'est que le myélome est une maladie dont la fréquence augmente avec l'âge, comme les gammopathies monoclonales, donc les fameux MGUS, dont on regarde la fréquence, enfin le pic de fréquence du myélome, ce qu'on appelle l'âge médian, c'est-à-dire l'âge qui correspond au pic de fréquence, à peu près 70 ans chez l'homme et 72 ans chez la femme, à peu près, on va dire 70 ans, c'est-à-dire que plus de la moitié des patients ont plus de 70 ans et la moitié des patients moins de 70 ans. Donc il y a clairement un effet de l'âge. Tout simplement parce que, il y a un effet de l'âge. Après, les causes, on ne sait pas trop. Alors, ce qu'on imagine pour l'âge, c'est simplement que notre système immunitaire, il travaille toute notre vie depuis le ventre de notre mère, où il est stimulé par plein de choses pour lesquelles on est en contact, mais aussi quand on est né, on respire des éléments. Quand on respire des éléments de l'extérieur, on mange des éléments qui sont extérieurs à notre corps, et notre système immunitaire, on est infecté par des bactéries, par des virus toute notre vie. Notre système immunitaire, il travaille, toutes nos cellules se multiplient, se prolifèrent, et à un moment, vous savez, quand les cellules se multiplient, qu'elles donnent des cellules filles, il faut reproduire ce qu'on appelle l'ADN, donc les chromosomes, et quand il y a des reproductions de cellules, il peut y avoir des erreurs de copie des chromosomes, et parfois, ces erreurs de copie peuvent entraîner des maladies malignes. Donc le myélome, ça part probablement de là, et que quand on a un système immunitaire qui travaille toute notre vie, il peut y avoir des erreurs de copie des chromosomes qui peuvent entraîner des maladies. Et donc l'effet de l'âge, c'est probablement ça, c'est simplement la stimulation permanente du système immunitaire qui va probablement être responsable de cet effet de l'âge sur l'apparition du myélome. Au-delà de l'âge, on n'a pas d'étiologie, on n'a pas de cause. La seule chose qui a été décrite et qui maintenant est clairement établie, c'est probablement l'exposition à des pesticides, puisque il y a 1 an, le myélome a été ajouté aux pathologies professionnelles des patients exposés aux pesticides. Alors, quand je dis exposés aux pesticides, entendons-nous bien, c'est vraiment les patients qui manipulent des pesticides au quotidien. C'est les agriculteurs, et il faut avoir été exposé pendant un certain temps. C'est pas l'exposition quand vous traversez un champ avec l'agriculteur qui épand son champ. C'est vraiment les patients qui sont agriculteurs et qui manipulent des pesticides quotidiennement. Et le myélome a été décrit et maintenant fait partie des maladies professionnelles. Donc, pour les patients qui sont agriculteurs et qui utilisent des pesticides et qui développent un myélome, le myélome, comme d'autres maladies du sang, peut être une maladie professionnelle. C'est, à ma connaissance, la seule cause réellement identifiée du myélome. Il n'y a pas d'autres causes. Et notamment, alors une question qui se pose souvent, c'est est-ce que c'est une maladie héréditaire? Ce n'est pas une maladie héréditaire. On peut, dans certains cas, le hasard peut faire qu'il y a plusieurs cas de myélome dans la même famille, mais pour l'instant, on a des collègues chercheurs à Lyon qui étudient les familles où il y a plusieurs cas de myélome et qui ne trouvent pas de gènes qui permettent d'expliquer ces cas familiaux. Donc le myélome n'est pas une maladie héréditaire, n'est pas une maladie transmissible, et la seule étiologie qu'on ait pu identifier, c'est l'exposition aux pesticides, encore une fois, dans des conditions professionnelles, c'est-à-dire les patients qui les manipulent au quotidien dans le cadre d'une activité agricole. Voilà, alors on va essayer quelque chose que nous n'avons jamais tenté pour l'instant. Je pense que nous avons Cyril, alors je vais couper les autres micros, on va essayer Cyril, on va voir si on vous entend. Alors, est-ce que ça fonctionne? Cyril, la première question qu'on va vous poser et qui vient, à laquelle vous avez déjà partiellement répondu, il y a une question sur alors, dans les résultats du myélogramme, que signifie dysplasie?
lorsqu'on fait un myélogramme classiquement pour détecter l'excès de plasmocytes, les cellules du myélome, on en profite pour regarder l'état des autres lignées, les précurseurs des globules rouges, des précurseurs des plaquettes, des précurseurs des globules blancs. Et parfois, on peut avoir une malformation des globules et c'est ça qu'on appelle la dysplasie médulaire. C'est parfois une maladie différente, évidemment, de celle du myélome qui peut survenir. Merci pour cette réponse. Vous voulez peut-être il y a bien évidemment beaucoup de questions qui viennent dans le MOOC et je vais relayer, même si cette question qui est liée en fait à l'aspect de la récidive potentielle. Quels sont les signes cliniques qui annoncent une récidive? Nous demande Martine. Donc les signes calcium. Le but étant, quand on a diagnostiqué la maladie et qu'on a fait un premier traitement, c'est de surveiller les patients pour justement dépister le retour de la maladie avant la réapparition des symptômes. Et en fait, en consultation de surveillance, le plus souvent, on détecte la réapparition du composant ou l'augmentation du composant monoclonal, du pic, ou au niveau des urines ou des chaînes légères pour les patients qui ont un myélome multiple constitué uniquement de ces petits morceaux d'immunoglobulines que sont les chaînes légères. Et on essaie de détecter la progression de la maladie avant l'apparition des symptômes. Mais effectivement, il faut être vigilant. Évidemment, si réapparaissent des douleurs osseuses ou une fatigue témoignant de la réapparition d'une anémie, bien sûr, reconsulter l'hématologue afin de dépister, une éventuelle récidive qui parlerait par la réapparition de ces symptômes. Parfait. Alors, on n'avait pas entendu le début, mais je crois que c'est maintenant réglé. François nous indiquait qu'on ne vous avait pas juste entendu au début. Maintenant, c'est l'impression qu'il y a également Jean-Pierre. Voilà. Qui a un problème de son. Alors, je ne sais pas si. C'est réglé. C'est réglé. Voilà. Est-ce que chercher à stimuler son système immunitaire est bon? Entre guillemets, et plutôt entre parenthèses, vous le voyez comme moi, aider à lutter contre les plasmocytes cancéreux ou mauvais augmente également la multiplication des plasmocytes cancéreux. Voici la question. Qu'est-ce qu'entend la personne par stimuler son système immunitaire? Mais en pratique, il n'a pas été démontré, par exemple, que je sais pas, des vaccinations, par exemple, qui viennent en apportant un débris de morceaux d'agents pathogènes, en stimulant l'immunité pour fabriquer des anticorps contre cet agent-là, et puis démontrer une amélioration des symptômes de la maladie, etc. Alors, il y a quelques essais cliniques précoces à base de virus, mais pour l'instant, il n'y a rien de bien efficace. Et à côté de ça, il y a beaucoup on va dire, de traitements parallèles. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce mot-là, mais qui visent à augmenter le système immunitaire, etc., sans véritable preuve scientifique et médicale. Et à ma connaissance, aucune étude n'a démontré l'efficacité de ce type d'approche sur le traitement de la maladie. Donc, par contre, on sait que l'immunité basse est constante au cours de la maladie et souvent majorée par les traitements qu'on donne, notamment la cortisone. Et nous, on essaie de pallier à ça en protégeant les patients de certaines complications infectieuses, notamment le zona ou certaines infections respiratoires comme la pneumocystose qui sont plus fréquentes quand on soigne de la cortisone au long cours avec des médicaments comme le valacyclovir, le cotrimoxazole, qu'on prescrit souvent pour pallier à ça. Mais c'est pour éviter le risque d'infection, mais non pas pour lutter contre la maladie. Parfait. Une question qui s'adresse à tous les deux. La dysplasie médulaire peut-elle évoluer vers une leucémie? Désolé, je n'ai pas entendu la réponse. C'est ce que j'avais commenté, mais effectivement, le son n'était pas très bon. Mais effectivement, la myélodysplasie, la dysplasie médulaire, c'est une maladie qui peut parfois évoluer vers une leucémie aiguë.
Et on sait que l'utilisation de chimiothérapie conventionnelle a un risque théorique au bout de quelques années d'induire une dysplasie médulaire qui peut effectivement, dans quelques cas, évoluer vers une leucémie aiguë. Donc ça, quand on dit ça, ça fait peur, mais en pratique, même si ce risque faible existe, à l'heure actuelle, lorsqu'on propose toujours un traitement par autogreffe qui contient du melphalan à forte dose, l'intérêt en termes de contrôle à long terme de la maladie est de loin supérieur au risque, certes très faible, mais qui existe, d'induire des maladies comme myélodysplasie ou leucémie. Si un jour, avec l'amélioration des nouveaux traitements, on arrive à se passer de l'autogreffe, on se passera de ce risque-là et ce sera tant mieux. Mais pour le moment, l'utilisation de la chimiothérapie, du melphalan dans le contexte de l'autogreffe pour le traitement du myélome a un bénéfice bien supérieur à ce risque-là, mais qui effectivement existe. Parfait. Peut-être une question pour Olivier Decaux de la différence entre le traitement d'un hématologue et d'un oncologue. Alors, c'est deux spécialités différentes, même si elles s'adressent toutes les deux à des patients atteints de maladies malignes. L'oncologue s'occupe de ce qu'on appelle les cancers solides, c'est-à-dire cancer de la prostate, cancer du côlon, cancer du poumon, alors que l'hématologue s'occupe de toutes les maladies sanguines, certaines bénignes et puis d'autres malignes. Et donc, le spécialiste des maladies du sang, c'est l'hématologue. Alors, il peut arriver dans certaines villes où les services d'oncologie et d'hématologie sont mixtes. Et donc, il y a certaines villes, dans des villes de petite taille avec des centres hospitaliers qui ne peuvent pas avoir toutes les spécialités. On peut avoir des services d'hémato-oncologie, d'onco-hématologie. Et dans ces services-là, souvent, il y a à la fois des hématologues et des oncologues. Et ils travaillent ensemble. Donc, on peut être amené à avoir un patient suivi dans ces services-là. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais sinon, clairement, même si les oncologues peuvent gérer les chimiothérapies des cancers solides, c'est vrai qu'en général, il est quand même préférable que les patients atteints de myélome soient suivis par un hématologue. Après, pour la prise en charge du traitement du myélome, maintenant, grâce au travail fait par l'IFM, l'intergroupe francophone du myélome, la prise en charge est assez... il y a des référentiels, il y a des recommandations éditées par l'IFM, notamment en première ligne chez les sujets jeunes. Donc, les recommandations de prise en charge sont quand même homogènes en France. Et voilà, dans un hôpital où il y aurait un service d'hémato-oncologie, je pense que les recommandations seront appliquées. Mais c'est vrai que voilà, moi, je pars du principe qu'il vaut mieux que la maladie soit suivie par un médecin qui connaît bien les maladies du sang. Amène aussi à une autre question qui est venue assez régulièrement sur le MOOC qui concerne ce qu'on pourrait appeler l'errance diagnostique et de l'aspect de la coordination entre les différents professionnels de santé. Un certain nombre de personnes indiquant je dirais, le temps qui a été nécessaire pour que le diagnostic, entre guillemets, soit posé. Extrêmement. Et le mal de dos, etc., est quelque chose de fréquent. Et c'est vrai que quand en médecine générale notamment, il n'est pas évident de repérer au départ une douleur de dos classique, d'arthrose, de pathologie comme ça, d'une douleur osseuse qui à terme va s'avérer être un myélome multiple. Et donc c'est vrai pour l'apparition d'une anémie, d'une fatigue, etc. Donc c'est vrai que parfois, surtout quand la porte d'entrée c'est des douleurs et c'est au bout de quelques semaines, plusieurs mois que le diagnostic est confirmé parce que va apparaître une autre chose associée comme l'apparition d'une insuffisance rénale ou d'une hypercalcémie et puis là le diagnostic va apparaître plus clairement à l'œil du médecin. Mais c'est tout le rôle de la formation continue et de parler de cette pathologie-là et de ne pas en rater les symptômes. Et ce qui est important, c'est que les douleurs osseuses du myélome sont quand même assez particulières. On parle de rythme inflammatoire. La douleur, elle est souvent permanente au niveau du squelette axial, au niveau des côtes notamment, et souvent assez différente de la douleur arthrosique qui peut être majorée par
par la mobilité, etc. Donc, mais c'est vrai que ce ne sont pas des symptômes très spécifiques et que parfois il y a ce retard diagnostique lors de la découverte de la maladie. Parfait. Une question qui vient à propos de l'autogreffe. En particulier, si il y a une bonne réponse à l'autogreffe, la question est quelle est la nécessité du traitement d'entretien et quelle doit être sa durée? Donc, on a eu plusieurs essais comparatifs qui ont testé le traitement de maintenance après l'autogreffe pour voir s'il y avait un avantage en durée de transmission avant que la maladie ne revienne, voire même est-ce qu'il y a un avantage pour la durée de vie des patients. Historiquement, le traitement d'entretien, les premiers médicaments qui ont été testés, c'était le Velcade, le thalidomide. Ça repoussait la récidive de la maladie, mais c'était mal toléré, avec notamment des neuropathies qui empêchaient de donner les traitements longtemps. Et plus récemment, c'est le Revlimid, le lenalidomide, qui a été testé en traitement d'entretien après l'autogreffe pour repousser le plus possible la maladie. Et plusieurs études de plusieurs pays différents, l'IFM, une étude importante, l'Italie, les États-Unis, ont tous les trois évalué l'intérêt d'un traitement par Revlimid tant que ça fonctionne, comparé à rien. Et ces études ont été analysées ensemble. Il y a une méta-analyse, on appelle ça, et qui a démontré que quand on donne du Revlimid après l'autogreffe, non seulement ça repoussait la récidive de la maladie, mais même ça prolongeait l'espérance de vie des patients. Et donc sur le fait de donner un traitement d'entretien après l'autogreffe, même quand on a obtenu une excellente réponse après l'autogreffe, ça, il n'y a pas trop de problème, il faut donner un traitement de maintenance. Après, la question de la durée, en fait, ces essais-là donnaient le Revlimid tant que ça fonctionne, jusqu'à ce que la maladie progresse. En fait, c'est pas si simple de donner le Revlimid très longtemps après une autogreffe. Et on sait qu'il y a un tiers des patients qui arrêtent parce que fatigue, parce que ça fait baisser les plaquettes, les globules blancs. Et en moyenne, les patients recevaient 2 ans de traitement de maintenance. Et puis, arrêter le traitement de maintenance au bout de 2 ans, c'est aussi un bon compromis parce que ça permet de laisser la maladie sans traitement. Et on sait que le myélome revient le plus souvent, même après ce traitement de maintenance. Eh bien, quand la maladie reste sensible au Revlimid, ça permet de le réutiliser en association. On a maintenant le daratumumab et pouvoir réutiliser le Revlimid pour une maladie qui reste sensible à cette molécule-là en associant le daratumumab, par exemple, on sait que ça permet d'obtenir une nouvelle réponse très prolongée de plusieurs années en moyenne. Donc, des recommandations françaises, c'est de donner du Revlimid à petite dose 10 mg, 3 semaines sur 4 pendant une durée fixe de 2 ans, parce que c'est un bon compromis d'efficacité puis aussi de tolérance. Merci beaucoup. Toujours sur l'autogreffe, quelqu'un nous dit, ben voilà, il y a nécessité de refaire ces vaccins après une autogreffe. Pourquoi? Olivier Decaux, peut-être Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que tous les traitements qu'on fait, donc les traitements de chimiothérapie, vont diminuer les défenses immunitaires, vont tuer les mauvaises cellules du myélome, mais vont aussi affaiblir un peu notre système immunitaire. Et l'autogreffe est un traitement très puissant qui va vraiment affaiblir la moelle pendant plusieurs jours. Alors donc c'est pas l'autogreffe, c'est le melphalan qu'on fait juste avant la greffe, qui est très toxique pour la moelle, mais qui a un effet très bénéfique évidemment pour traiter le myélome. Et puis derrière, on réinjecte des cellules, ce qu'on appelle des cellules souches pour cette fameuse autogreffe. Et on estime que les réponses vaccinales sont probablement perdues avec cette autogreffe, et même elles sont probablement perdues avec la chimiothérapie en tant que telle. Et donc on estime que pour défendre les patients contre les principales infections, notamment le pneumocoque, il est légitime de revacciner les patients pour recréer une réponse immunitaire contre les bactéries les plus fréquentes. Donc, on vaccine principalement contre le pneumocoque, bien sûr contre la grippe, mais c'est important puisque, d'une certaine façon, certaines réponses immunitaires, protection vaccinale peuvent être perdues avec l'autogreffe. Parfait. Une autre question sur l'autogreffe et sur l'efficacité de l'autogreffe. Céline nous demande si il est vrai que l'autogreffe est plus efficace chez les patients qui sont traités pour des leucémies que pour des patients atteints de myélome multiple, avec moins de rechutes dans le cas de la leucémie. Est-ce que c'est
quelque chose, Olivier Decaux, qui est assis sur une forme de réalité? Alors là, je laisserai plutôt Cyril parler parce que moi, je m'occupe vraiment pas du tout de leucémie. Je ne sais pas si tu as plus d'expérience que moi. Ah voilà, donc Cyril, c'est à vous. Je ne sais pas si Céline parle des leucémies, pas de leucémie à plasmocyte, ces formes particulières de myélome, mais parce que l'autogreffe dans les leucémies, on en fait très peu en fait. Dans les leucémies aiguës, c'est soit de la chimiothérapie intensive, parfois on fait des allogreffes, mais on ne fait quasiment jamais d'autogreffe dans les leucémies aiguës. Puis dans les leucémies chroniques, on n'en fait pas non plus. Donc en fait, l'autogreffe, c'est un traitement intensif qui est réservé quasiment qu'aux patients atteints de myélome et de lymphome. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question de Céline. Alors, nous pouvons demander à Céline, peut-être si elle est toujours avec nous, de préciser sa réponse, si effectivement il s'agit… Ah ben voilà, elle dit… voilà, c'est une bonne réponse à sa question en tout cas. Voilà, donc la réponse est satisfaisante, voilà ce qui est essentiel. Bien. Alors, n'hésitez pas donc à poursuivre effectivement vos questions. Alors, différence entre le myélome et la maladie de Waldenström. Qui veut se lancer? Ah, voilà, c'est Olivier Decaux qui va prendre la parole. Alors, comme je disais en introduction, en fait, dans la moelle, il y a différentes cellules. La moelle, c'est un organe très complexe. Et le plasmocyte, c'est vraiment un globule blanc hyper spécialisé dont la seule fonction, entre guillemets, c'est très caricatural, mais c'est de fabriquer des anticorps. Et en fait, ce globule blanc, avant d'être hyper spécialisé, il est au départ une cellule dite indifférenciée, va devenir un petit globule blanc qu'on appelle un lymphocyte, et puis petit à petit va devenir de plus en plus spécialisé. Et en fait, en fonction du stade de son éducation, on va dire, où il devient malade, ça va pas donner du tout la même maladie. Et quand on parle de maladie de Waldenström, en fait, c'est un globule blanc qui est en cours d'apprentissage, qui n'a pas totalement terminé sa différenciation vers un plasmocyte et qui va devenir malin à un stade différent. Et donc, c'est une maladie, en fait, complètement différente. La maladie de Waldenström, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle les lymphomes, donc des maladies malignes de la moelle, mais qui touchent un autre type, un type de globule blanc qu'on appelle les lymphocytes. Le point commun entre le myélome et la maladie de Waldenström, c'est que tous les deux s'accompagnent d'un excès d'anticorps. Donc, on voit ça sous la forme, on le voit sous la forme d'un pic à l'électrophorèse des protéines. Par contre, le type d'anticorps n'est pas le même. Dans le myélome, on parle d'anticorps qu'on appelle des immunoglobulines A ou G. Donc, on appelle ça des IgG ou des IgA. C'est des types d'anticorps qui sont fabriqués par le plasmocyte. Et quand on parle de maladie de Waldenström, le type d'anticorps, ce sont des anticorps de type immunoglobuline M ou IgM. Et ça traduit vraiment une origine cellulaire très différente. Et autant le myélome, je vous ai dit, donc donne ses complications avec notamment des atteintes osseuses, les complications de la maladie de Waldenström sont très différentes puisque, comme toutes les maladies de type lymphome, c'est plutôt des pathologies qui vont toucher les ganglions. Donc, les patients vont avoir des ganglions qui vont augmenter, que ce soit dans le cou, sous les bras ou à l'intérieur du ventre, de l'abdomen ou du thorax. Donc, c'est un syndrome tumoral ganglionnaire. Il n'y a pas d'atteinte osseuse dans la maladie de Waldenström ou exceptionnellement. Donc, c'est vraiment deux maladies très différentes, même si toutes les deux se manifestent avec ce pic à l'électrophorèse. On vous entend plus. On vous entend pas. Je crois que votre micro est… Merci Olivier, effectivement, d'avoir coupé le micro. Qui souhaite répondre sur la question comment détecte-t-on une dysglobulinémie dans l'électrophorèse? Ça fait le lien avec la question sur l'électrophorèse et le point que vous faisiez, professeur Decaux, en introduction. Je sais qu'un certain nombre de personnes nous ont rejoints, donc pouvez-vous revenir sur ce point? Oui, alors je reviens sur ce que je disais en introduction. Donc les dysglobulinémies, c'est la même chose qu'un anticorps monoclonal. Globalement, en médecine, je disais tout à l'heure, on utilise les mêmes mots pour différents mots pour parler de la même chose. Donc, ce qu'on appelle une dysglobulinémie, c'est un anticorps monoclonal présent dans le sang. Alors ça se détecte. Ça, c'est une électrophorèse des protéines normale. L'électrophorèse, je me répète, j'en suis désolé,
c'est un examen où on prend le sang des patients, on le fait passer dans une machine avec un courant électrique et la machine va séparer les grosses protéines des petites protéines. Et le dessin représente la quantité des différentes protéines. Alors, il y a un premier pic qu'on voit à gauche qui est l'albumine. Celui-là, il est normal. C'est la protéine la plus importante du corps humain. Elle est très importante et ce pic-là, il est totalement normal. Ce qui va nous intéresser, c'est la zone des gamma-globulines à droite, donc ce qu'on appelle les gamma. Et ces gamma, ça correspond aux anticorps. Alors, les anticorps, on a plein d'anticorps différents puisque chaque bactérie est ciblée par un anticorps. Donc, on a des anticorps contre le tétanos, contre la grippe, contre plein de choses. On a plein d'anticorps différents qui ont des tailles et des poids différents. Donc, à l'électrophorèse, ils se répartissent de façon totalement homogène sous la forme d'un dôme. C'est-à-dire qu'il y a des grosses, des plus petites qui vont donner une répartition homogène. Et quand on a une dysglobulinémie monoclonale, donc un anticorps monoclonal, c'est la même protéine, le même anticorps qui est reproduit des milliers de fois en quantité beaucoup plus importante que les autres anticorps. Et donc, comme c'est la même protéine qui a le même poids et la même taille, elle va se déplacer à l'électrophorèse au même endroit. Et donc, on va la voir sous la forme de ce pic. Alors, c'est représenté par le schéma un peu en bas, on voit l'excès de protéines. C'est la même protéine, le même anticorps qui est reproduit des milliers de fois. Et donc, comme il se déplace exactement au même endroit, ça se voit sous la forme de ce pic. Et donc, ce qu'on appelle une dysglobulinémie monoclonale, c'est en fait un anticorps monoclonal qui apparaît comme ça sur l'électrophorèse. Et donc, c'est vraiment l'électrophorèse qui permet de dire, attention, il y a une anomalie au niveau des gamma-globulines avec un pic plus ou moins important. Et après, alors je parlais tout à l'heure de différents types d'anticorps. On va un peu plus loin avec un autre examen qu'on appelle l'immunofixation. On va être capable de caractériser, de dire c'est un anticorps de type IgG, de type IgA ou de type IgM. Parfait, merci beaucoup. Alors peut-être une question à nouveau pour le docteur Cyril Touzeau de la différence entre le myélome multiple et les leucémies à plasmocytes. Donc les leucémies à plasmocytes, c'est une forme rare de myélome multiple. On disait tout à l'heure que les cellules, les plasmocytes du myélome multiple, ils sont dans la moelle osseuse. Mais dans de rares cas, c'est à peu près 5% des cas, les plasmocytes, ils sortent de la moelle osseuse et ils circulent dans le sang. Et quand on fait une prise de sang, une numération formule sanguine, au lieu de voir des globules blancs, des globules rouges, des plaquettes, on détecte les plasmocytes dans le sang alors qu'on ne devrait pas en trouver, ils sont normalement dans la moelle osseuse. Et quand on a un certain nombre de plasmocytes qui circulent dans le sang, avec un pic monoclonal et souvent les symptômes du myélome associés, l'insuffisance rénale, etc., on parle de leucémie à plasmocytes. C'est une forme plus rare, souvent plus grave de myélome multiple. Et la définition, oui, c'est quand il y a des plasmocytes qui circulent dans le sang. Merci beaucoup. Je voyais juste une dame qui disait qu'elle était atteinte d'un myélome IgM. C'est vrai que c'est très très rare, mais il y a parfois des myélomes IgM, mais ça existe. Oui, c'est de l'ordre de 1 cas pour 1000, mais ça existe. Très bien. Une question, quel pourcentage de précurseurs endommagés dans la moelle est entre guillemets accepté? Quel pourcentage de précurseurs endommagés dans la moelle osseuse? Je crois que c'est la personne qui parlait tout à l'heure de dysplasie, etc. Donc, si c'est ce qu'elle entend par précurseurs endommagés dans la moelle, je crois que les cytologistes, les médecins qui regardent au microscope les globules du sang de la moelle osseuse, ils commencent à parler de dysplasie quand, je crois, la dysplasie touche plus de 20% des éléments. Donc, j'aurais tendance à donner cette réponse, mais on est vraiment dans la technique de cytologie, mais je crois que nos cytologistes, ils rentrent dans le résultat du myélogramme présence d'une dysplasie des globules blancs ou des globules rouges quand ça intéresse, quand les globules ont l'air anormaux dans plus de 20% des cas de mémoire. Très bien. J'en profite pour vous rappeler que toutes les questions, voire même des commentaires par rapport aux réponses qui sont faites sont tout à fait possibles, et n'hésitez pas à poser des questions qui restent bien sûr dans le cadre de cette première conférence. Donc, qu'est-ce que le myélome multiple, sachant que vous le savez, et on en parlera tout à l'heure, une seconde webconférence
sera planifié très prochainement sur les traitements et leurs effets. Et j'en profite également pour vous dire qu'une webconférence dédiée à un sujet qui a été abordé déjà à plusieurs reprises, qui concerne l'électrophorèse, sera également à l'ordre du jour dès le mois de janvier 2020. Nous avons Christian qui nous pose une question sur qu'est-ce qu'un profil oligoclonal dans une électrophorèse des protéines sériques. Qui souhaite répondre à cette question? C'est Olivier Decaux qui va répondre à la question. Alors, c'est un aspect que nous décrivent beaucoup les biologistes, hors même du contexte du myélome. Ça correspond au fait qu'il y a en gros plusieurs petits clones qui sécrètent des immunoglobulines. Donc, ça correspond en fait à une stimulation, ce qu'on appelle polyclonale ou oligoclonale du système immunitaire. Donc, le plus souvent, c'est quelque chose qui n'est pas malin. C'est-à-dire qu'en médecine interne, où j'ai travaillé pendant quelques années, on voyait ça dans certaines infections, dans certaines maladies inflammatoires. Le système immunitaire est stimulé. Il y a plein de petites cellules qui se mettent à proliférer un peu plus que les autres, mais il n'y a pas un seul pic. C'est vraiment un aspect un peu irrégulier de ce qu'on appelle le dôme des gamma-globulines, et ça correspond à une stimulation polyclonale et donc non maligne du système immunitaire. Dans le myélome, on peut être amené à percevoir cet aspect-là en sortie de greffe, en sortie d'autogreffe, parce que la moelle est en train de repartir, elle est hyper stimulée. Donc on peut avoir cet aspect oligoclonal, mais qui n'est pas un témoin d'activité de la maladie, qui est simplement la sortie d'aplasie post-greffe. Donc dans le myélome, on peut voir ça, mais en général, quand on est hors contexte du myélome, c'est souvent des anomalies qui ne sont pas du tout malignes et pas du tout liées à une pathologie hématologique, c'est vraiment plutôt des maladies inflammatoires, infectieuses. Et si je puis me permettre, ça n'a rien à voir, mais j'ai vu passer une question, je veux bien y répondre. C'est une personne qui demande, Sylviane, qui demande quand parler de rémission et des douleurs osseuses peuvent-elles persister en période de rémission? Alors, le myélome, je l'ai dit, c'est des cellules qui prolifèrent dans la moelle, qui fabriquent cet anticorps en excès dans le sang, on voit parfois dans les urines avec les chaînes légères. Et nous, on va parler de rémission en fait, en se basant sur la sécrétion des anticorps dans le sang au départ, c'est-à-dire qu'on va suivre l'évolution de la maladie sur l'électrophorèse, sur les analyses urinaires, parfois sur le dosage des chaînes légères, j'en parlais en début de webconférence. Donc, on va d'abord regarder dans le sang parce qu'on sait que si les protéines diminuent, c'est qu'il y a moins de cellules dans la moelle. Quand on arrive à une réponse tellement importante qu'il n'y a plus du tout de pic détectable dans le sang ou dans les urines, c'est-à-dire que l'électrophorèse redevient quasi normale, on ne voit plus de gamma-pathie monoclonale, on ne voit plus d'anticorps en excès, on va refaire une analyse de moelle pour voir si cette réponse se confirme dans la moelle, et donc on va regarder s'il reste des cellules dans la moelle avec des techniques de plus en plus poussées pour voir des réponses de plus en plus complètes, et on va parler de rémission en fait quand on n'a plus de protéines anormales dans le sang, dans les urines, et quand il n'y a plus de cellules anormales dans la moelle. Ça, c'est la rémission qui va nous concerner. C'est comme ça qu'on va parler de rémission. Par contre, un patient qui a des lésions osseuses au diagnostic, qui peut avoir donc des douleurs osseuses liées par exemple à une fracture de vertèbre, même si la maladie est contrôlée, la fracture de vertèbre, elle est toujours là. Donc malheureusement, il y a des patients qui peuvent garder des séquelles douloureuses, des douleurs séquelaires, parfois des douleurs importantes, et les douleurs ne sont pas le témoin d'une activité de la maladie, mais sont malheureusement séquelaires. Alors une des grosses difficultés que les patients ont dans le myélome, c'est que comme les patients savent que la maladie peut se manifester par des douleurs, une douleur qui paraîtrait banale habituellement va tout de suite prendre des proportions importantes parce que très angoissantes. Et donc là, c'est vraiment important de dialoguer avec les médecins qui vous prennent en charge pour regarder s'il y a des critères de rechute de la maladie quand il y a des douleurs. Mais on peut avoir des douleurs, on peut avoir des symptômes qui persistent même si la maladie est en rémission. La rémission, elle est vraiment basée sur les dosages sanguins, sur les analyses de moelle et c'est nous là-dessus qu'on va se baser. Merci beaucoup. Nous avons deux questions qui nous viennent du MOOC. Nona, pouvez-vous nous expliquer pourquoi, lorsqu'on est en rémission et que le bilan sanguin est normal, pas d'anémie, pas d'insuffisance rénale, on reste très fatigué? Aucun hémato ne me donne de réponse. C'est vrai qu'on est souvent embêté parce que c'est vrai qu'une fois que le traitement est terminé, que même si on a obtenu une rémission complète, et les patients restent souvent fatigués. Je pense que c'est quand même souvent lié, c'est souvent lié quand même à l'intensité des traitements et notamment la séquence intensive quand on reçoit Velcade, Revlimid, dexaméthasone, l'autogreffe, la consolidation, la maintenance. Oui, même quand on obtient une réponse complète, c'est un traitement qui fatigue et c'est le cas aussi pour les traitements par Revlimid ou en première ligne, même quand on reçoit pas l'autogreffe. Donc je crois que les traitements qu'on propose sont quand même source d'une fatigue importante qui
peut expliquer qu'on se sente fatigué, même si le traitement marche très bien et qu'on ne détecte pas de maladie résiduelle. Et puis la fatigue, même si clairement les traitements expliquent et que voilà, l'impact que la découverte de la maladie a sur la vie, sur le moral, etc., je pense qu'il y a parfois aussi, non pas que ce soit le moral qui explique la fatigue, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais il y a souvent une intrication d'éléments très objectifs comme les traitements forts, comme la maladie qui au départ peut occasionner des complications sur une fatigue prolongée, et puis quand même cet impact sur le moral, sur la vie sociale qui peut aussi participer à un sentiment de fatigue, de lassitude et symptômes pour lesquels on n'est pas toujours très fort pour identifier une cause précise, et ce qui explique peut-être le flou soulevé par Madame sur la réponse des hématologues. Merci Cyril. Alors Claude nous demande, voilà, je dois reconnaître, je ne comprends pas bien le processus de décision de rémission en liaison avec le pic monoclonal. Voilà, il nous donne des éléments assez précis le concernant, que vous pouvez lire l'un et l'autre, je pense, Cyril et puis Olivier. Souhaitez-vous que je lise la fin de la question, peut-être pour tout le monde, étant à 4,3 grammes par litre avec un traitement par Revlimid et daratumumab, la rémission sera-t-elle actée à la fin du processus de traitement actuel ou pas automatiquement? Le seuil de 15 dont il est question, et là on fait référence à la vidéo du MOOC, est-il dépendant de l'âge du patient? J'ai 80 ans, ou bien à d'autres facteurs? Qui souhaite répondre? Alors, c'est Olivier Decaux qui va répondre à cette question. Ouais. Alors, en fait, quand on parle de rémission, on a ce qu'on appelle des critères de réponse. Le plus important, c'est que le pic diminue. Donc, l'anticorps monoclonal diminue dans le sang. Et puis, s'il diminue de moitié, on appelle ça une réponse partielle. S'il diminue de 90%, on appelle ça une très bonne réponse partielle. Quand il disparaît complètement et qu'il n'y a plus de cellules dans la moelle, on appelle ça une réponse complète ou une rémission. Pour autant, on ne peut pas obtenir, on ne cherche pas à obtenir la rémission complète chez tous les patients. L'objectif, c'est vraiment de contrôler la maladie. Et il y a des patients, moi j'ai un patient, le pic était à 45 au début de la maladie. À la fin du traitement, il était à 15. On a arrêté le traitement parce que le patient allait très bien, les complications avaient disparu, il n'y avait plus d'insuffisance rénale, plus d'anémie. Et le patient a vécu comme ça pendant des années avec un pic à 15. Donc, chaque patient a sa propre histoire, sa propre réponse. Et ce qui compte, c'est que le traitement ait marché et permis de contrôler les symptômes. Et à partir du moment où le pic a baissé et qu'il ne remonte pas, on atteint chez beaucoup de patients ce qu'on appelle une phase de plateau, c'est-à-dire le pic se stabilise à 15 grammes, à 10 grammes, à 3 grammes. À partir du moment où on a atteint cette phase de plateau, il nous arrive en fonction du terrain, en fonction de l'âge du patient, en fonction de plein d'éléments, de dire qu'on peut stopper le traitement. Il y a des schémas de traitement qui s'arrêtent au bout de 12 mois. Pour ceux qui ont été traités par melphalan, Velcade, on a arrêté en général au bout de 12 mois. Maintenant, il y a des traitements de première ligne par Revlimid où le traitement est jusqu'à progression, mais au bout d'un moment, les patients le supportent mal, on l'arrête. Tout à l'heure, Cyril parlait du traitement de première ligne chez les patients chez qui on propose la greffe. On fait un traitement, ce qu'on appelle d'induction, la greffe, un traitement de consolidation, l'entretien, on arrête au bout de 2 ans, même s'il n'y a pas la rémission complète. Alors, on essaye de travailler avec les collègues de l'IFM pour voir s'il y a un intérêt à obtenir la meilleure réponse possible. Il est vrai que si on prend des statistiques, plus la réponse est importante, plus le risque de rechute est diminué. Pour autant, ce qui compte, c'est que la maladie soit contrôlée, que le pic baisse, et une fois qu'on a obtenu la meilleure réponse possible chez un patient donné, on arrête le traitement, on surveille, l'essentiel étant que le pic ne remonte pas, et donc c'est pour ça qu'on fait une surveillance à l'arrêt des traitements, ou même chez les traitements prolongés, on continue à surveiller. L'objectif, c'est encore une fois, si le pic ne remonte pas, c'est que la maladie est contrôlée a priori. Donc la valeur du pic en tant que telle doit pas être comparée entre les patients, bien sûr. Chaque patient est son propre témoin, et l'essentiel, c'est d'obtenir la meilleure réponse possible chez un patient donné, et ensuite de suivre l'évolution. Merci. Donc, obtenir la meilleure réponse possible pour stabiliser. Bernard revient vers nous parce qu'il n'avait pas pu entendre la réponse tout à l'heure, Olivier Decaux. J'ai subi une autogreffe en juin, puis un traitement de consolidation. Est-ce que le traitement d'entretien de 2 ans est automatiquement proposé?
J'avais parlé de ça tout à l'heure. Alors, je remets effectivement, oui, parce que je crois que Cyril, je crois que ça n'avait pas pu être entendu. Donc, est-ce que vous voulez bien reprendre peut-être le plus fort possible, sans vous obliger à trop hausser la voix, ni hausser le ton, bien sûr. Donc, oui, sur le traitement de maintenance, donc, à l'heure actuelle, le traitement qui est validé parce que le mieux toléré dans notre bâti de traitement qu'on peut donner longtemps, c'est le Revlimid. Et il y a plusieurs essais comparatifs qui ont démontré que quand on donne le Revlimid en maintenance après le traitement intensif, après le TOGEF, ça prolonge significativement la durée de tranquillité avant que le myélome ne revienne. Et ça prolonge même la survie des patients. Et les effets cliniques qui ont démontré ça donnaient le Revlimid tant que ça fonctionne jusqu'à ce que le pic ne remonte. Mais en pratique, le traitement de maintenance par Revlimid, même s'il est globalement bien toléré, en fait, au bout de 2 ans, la plupart des patients l'ont arrêté, et le plus souvent en raison d'une fatigue ou de baisse des globules, notamment globules blancs ou plaquettes. Et puis, il y a une autre chose, c'est que lorsqu'on laisse le Revlimid sans que ça fonctionne, ben, lorsque la maladie, elle progresse, elle réapparaît sous Revlimid, on ne peut plus utiliser ce médicament, notamment en association avec d'autres médicaments fluorescents comme le daratumumab. Or, on sait que ces associations Revlimid-daratumumab ou daratumumab ou Revlimid-carfilzomib, ça permet de obtenir de très bonnes réponses, le plus souvent prolongées. Donc, pour toutes ces raisons-là, l'IFM, la France, a estimé que la durée optimale du traitement de maintenance par Revlimid après le TOGEF, c'était 2 ans, que c'était un bon compromis d'efficacité, et puis c'était la durée que recevaient la plupart des patients en fait dans les essais cliniques, compromis d'efficacité, et puis de garder une maladie sensible au Revlimid pour pouvoir réutiliser cette molécule en association, notamment avec le daratumumab, qui est devenu un excellent traitement lorsque la maladie revient après le traitement. Merci beaucoup. Peut-être une ou 2 questions que l'on va poser donc à Olivier Decaux. Alors une question assez précise, je dirais, un myélome multiple avec fiche T 14-16 trisomie 17, pardonnez-moi. DEL 17P, qu'est-ce que ça dit sur la gravité du myélome? Alors, il y a beaucoup d'études qui ont essayé de comprendre s'il y avait des facteurs pronostiques du myélome. Et en fait, on est capable maintenant, depuis plusieurs années, d'analyser les chromosomes des cellules tumorales. Je ne parle pas des chromosomes des cellules de l'organisme, mais vraiment les chromosomes des cellules tumorales. Et on voit que dans le myélome, il y a certaines anomalies qui sont assez fréquentes et répétées chez les différents patients. Et certaines, effectivement, sont associées à un pronostic moins bon de la maladie, c'est-à-dire une agressivité de la maladie. Alors, l'une d'entre elles, c'est la délétion du chromosome 17. Alors ça, c'est décrit depuis plusieurs années. Et donc, les patients qui ont une délétion du chromosome 17 ont le plus souvent des myélomes plus agressifs qui ont un pronostic un peu moins bon. Pour autant, ça, c'est décrit, mais on sait maintenant, on essaye d'améliorer les traitements. Et donc, chez les patients qui ont ce qu'on appelle une mauvaise cytogénétique, on essaye de faire des traitements parfois un peu plus forts pour essayer de combattre ce mauvais pronostic. Et ce qui va compter, parce que c'est toujours difficile, ces éléments-là, c'est quand même des éléments statistiques. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il y a certaines anomalies, dont la délétion du chromosome 17, si on prend 1000 patients, les 1000 patients qui ont une délétion du chromosome 17 auront peut-être un pronostic moins bon que ceux qui n'ont pas cette anomalie. Pour autant, ce qui va compter, c'est la réponse au traitement. Et on sait maintenant que si un patient, même avec une délétion du chromosome 17, répond très bien au traitement et obtient une très bonne réponse, bah, c'est déjà une meilleure chose. Et que, voilà, à l'inverse, certains patients n'ont pas d'anomalie de mauvaise cytogénétique, n'ont pas ces anomalies comme la DEL17, et pour autant, la réponse au traitement ne va pas être très bonne. Donc, je crois que c'est important d'avoir ces éléments-là. Pour l'hématologue, c'est important parce qu'on va peut-être agir un peu différemment au début dans le traitement. Mais ce qui va compter, c'est vraiment la réponse au traitement. Et donc, quelles que soient les anomalies au départ, si le traitement se passe bien, que la maladie répond très très bien, c'est un élément positif. Et donc, il y a des anomalies qui sont pronostiques au diagnostic, mais il y a surtout l'évolution de la maladie. Moi, j'insiste toujours beaucoup là-dessus parce que l'évolution sous traitement, elle est vraiment cruciale et c'est l'élément probablement le plus important dans l'évolution. Très bien. Alors, une question est venue sur les carticelles. Alors, ce sujet sera vraiment traité
par la suite, hein, parce que c'est un sujet d'actualité qui sera traité dans les traitements du myélome, bien sûr. Donc, on gardera ce sujet qui viendra par la suite. Là, je m'adresse à tous les deux, à la fois donc à Cyril et puis à Olivier Decaux. Il y a encore quelques questions qui viennent que vous pouvez prendre dans peut-être là où les 2 minutes qui viennent. Questions sur la douleur vertébrale, des questions que vous voulez reprendre peut-être. La douleur vertébrale diminue en position allongée, les douleurs myélytiques sont permanentes. Donc, on voit qu'il y a effectivement, je dirais, des douleurs assez fortes qui sont mentionnées ici. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Alors, je peux reprendre ce que disait Cyril tout à l'heure, c'est-à-dire que souvent les douleurs liées au myélome sont quand même particulières parce qu'elles sont d'horaire inflammatoire, c'est-à-dire pas toujours soulagées par le repos, elles résistent parfois aux antalgiques, c'est-à-dire au cachet contre la douleur. Donc ça, c'est des éléments. En général, une douleur qui est soulagée par le repos, c'est souvent des douleurs qu'on appelle dégénératives, c'est-à-dire d'arthrose. Après, il faut être très prudent. Il faut, quand des douleurs persistent, quel que soit leur rythme, c'est en parler à son médecin. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que le fait que les douleurs soient soulagées par le repos, c'est quand même plutôt bon signe en général. Maintenant, voilà, quand une douleur dure longtemps, persiste, c'est important de bien en parler avec son médecin, surtout quand il y a un contexte de myélome. Parfait. Avant de se quitter, on va prendre une dernière question qui est pourquoi, après une autogreffe réussie, des globules blancs et neutrophiles restent très bas, et ce, même après des mois? C'est rare que les neutrophiles restent bas pendant des mois. C'est même souvent la première lignée quand on fait l'autogreffe. Les folliculaires neutrophiles, ils dépassent les 1000 en 10 jours après la réinjection des cellules souches le plus souvent. Les globules blancs qui restent bas pendant des mois, c'est le plus souvent les lymphocytes. Et ça, c'est vrai que parfois 1 an, 2 ans, 3 ans après l'autogreffe, on peut voir une lymphopénie, un taux de lymphocytes bas. Et c'est souvent ce qui motive la poursuite des traitements préventifs de certaines infections. On parlait du Bactrim tout à l'heure, du Zelitrex. Mais normalement, non, les neutrophiles, ils doivent remonter assez vite après l'autogreffe. Souvent 1 mois après le traitement intensif, on doit récupérer un taux de polynucléaires neutrophiles normal. Mais, et c'est peut-être le cas pour le patient, après l'autogreffe, on refait de la consolidation et puis on disait tout à l'heure de la maintenance par réplimide. Et peut-être que si les polynucléaires neutrophiles sont bas, c'est pas peut-être parce qu'il y a toujours du Revlimid en maintenance et ça peut baisser des polynucléaires neutrophiles. Parfait. Alors, vous voulez peut-être commenter les uns ou les autres, mais je vais vous demander un mot de conclusion, peut-être un commentaire, en commençant par le professeur Olivier Decaux. Un commentaire, non, juste une chose, parce que je vois une question sur le traitement d'entretien. C'est vrai que Cyril a beaucoup insisté à juste titre sur l'importance du traitement d'entretien. C'est des choses qui ont été validées récemment et pendant longtemps, on n'avait pas la possibilité de le prescrire en France parce que c'était pas remboursé. Et donc, ça fait à peu près 1 an qu'on le fait systématiquement. Et donc, pour tous les patients qui ont été traités il y a quelques temps, on ne sait pas systématiquement le traitement d'entretien. Et là encore, ce qui compte, c'est l'évolution. C'est-à-dire qu'un patient qui n'a pas eu de traitement d'entretien, mais qui va très bien 3 ans après la greffe, c'est que finalement, il n'aurait pas été mieux avec un traitement d'entretien. Donc, l'évolution de chaque patient est importante. Et donc, voilà, le traitement d'entretien, c'est vraiment validé par l'IFM depuis 1 an à peu près. Parfait. Voilà, et je m'arrête là. Merci à tous en tout cas. Merci beaucoup. Cyril, docteur Cyril Clouzot, un mot de conclusion peut-être? Non, désolé pour les problèmes de son du départ. Mais merci à tous. C'est toujours très riche de ces discussions et donc j'espère qu'on a pu répondre aux questions le mieux possible et merci pour l'organisation de cette web conférence. Merci Bernard. Peut-être si tu es encore avec nous, un mot que tu souhaites conclure. Ce qui m'a marqué de cette webconf, c'est à nouveau, je dirais, la grande pédagogie appliquée par tant Olivier que Cyril pour nous fournir aux participants des réponses claires dans un langage le plus simple possible sur un sujet qui, par nature, complexe, compliqué. Puis je remercie aussi les participants parce que j'ai trouvé qu'on est resté sur le sujet qui était aujourd'hui de mieux comprendre ce qu'est le myélome. Hein, et à chaque fois, il
j'ai noté avec satisfaction que les participants ont tenu à remercier l'un ou l'autre des intervenants pour leur dire que leur réponse leur a été satisfaisante, et que j'ai vu aussi qu'au fil des échanges, on a glissé petit à petit sur les problèmes du traitement du myélome, qui sera l'objet de notre prochaine webconf. Donc voilà, merci à tous pour votre participation, et je vous donne donc rendez-vous, c'est écrit sur l'écran, le 14 novembre prochain à 18h, même horaire, pour la deuxième webconf qui, de mémoire, sera animée par Alexis Talbot, si je ne fais pas erreur, Hervé. Absolument. Je le confirme. Bonne soirée à tous. Merci de votre participation et à bientôt donc au 14 novembre à 18h. Et un grand merci à tous les deux encore, Olivier Decaux, Cyril Touzeau, et bonne fin de soirée à tous. Bonne soirée. Merci à tous. À bientôt, Olivier. Bonne soirée.